Radio Frontières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alexandra Delgrepillo, merci d'être avec nous ce matin. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes député UDR et ce matin on va vous recevoir pour différentes nouvelles, des nouvelles qui sont très inquiétantes, clairement des menaces de mort, on peut le dire. Juste avant, j'aimerais avoir votre réaction face à cette une sur les maires qui collaborent avec l'islamisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est de bon ton et que c'est nécessaire, donc superbe une. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, ça vous donnera encore matière à faire de nombreux tweets et de nombreuses communications sur les réseaux sociaux, car je sais que vous êtes très très actifs et que ça fait parler. On vous reçoit, comme je le disais ce matin, pour différentes actualités. Je pense qu'on va pouvoir passer quelques images déjà à la télé, elle perd sa voix et elle perd ses raisonnements. Je perds tout. Ce matin, on va effectivement parler de ce qui est arrivé. Vous avez reçu une balle de 9 mm, alors pas vous, mais un de vos collaborateurs, pour pouvoir en discuter longuement. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que vous puissiez expliquer à nos auditeurs ? Je pense qu'il y a tout un contexte. Je suis allé retirer un drapeau palestinien qui a été posé sur le fronton d'une mairie communiste d'une commune de ma circonscription. Donc ça, c'est un peu l'origine, puisque moi, je considérais qu'il y en a un peu marre de ces élus qui transforment le pays en une fête de l'UMA permanente, et que la Constitution nous le rappelle, que l'emblème national, c'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, et donc on doit voir à minima le drapeau français sur le fronton de nos mairies. Donc je suis allé retirer ce drapeau palestinien, à la suite de quoi il y a eu une mobilisation de toute la gauche départementale, voire de la gauche nationale, puisque vous avez peut-être pu voir le député Stéphane Peu, qui a interpellé la présidente de l'Assemblée nationale à ce sujet, dans une volonté de policer un peu les députés et leur action sur le terrain, de les censurer tout simplement. Et à la suite d'un ramdam qui a été fait par les apparatchiks du Parti communiste, du Parti socialiste, de LFI, eh bien, 2 jours après, j'ai reçu, ou plutôt un de mes collaborateurs de circonscription a reçu une balle de 9 mm glissée dans sa boîte aux lettres. Jordana, avant de poursuivre, on va passer cette vidéo effectivement où vous retirez tout simplement un drapeau palestinien d'une mairie. On regarde tout de suite. Ce maire communiste continue à ne pas respecter la loi. Pire, le drapeau palestinien qu'il a apposé est 4 fois plus grand que le drapeau français, ce qui contribue à l'occulter. Le préfet du Gard a exigé que le drapeau soit retiré. Sans surprise, rien n'est fait. Il n'y aura pas de sanction. On doit donc s'en occuper. Sur nos mairies, on veut voir le drapeau français. C'est clair le message, je pense, Jordan. Moi, je trouve que vous êtes un député influenceur, on peut le dire, quand même, avec cette petite musique, tout ça. Non, mais c'est sympa parce qu'en fait, là, je parle en tant que citoyen, d'avoir des députés qui vraiment œuvrent à ce combat qui est un combat civilisationnel, en fait, il faut le dire, justement vouloir éviter que des drapeaux autres, des drapeaux étrangers viennent recouvrir le drapeau français, donc bravo. Et en ma qualité de journaliste, je vous poserai une question, c'est, en fait, finalement, vous faites un travail que la préfecture ne fait pas, parce que le préfet du Gard a interdit ce drapeau, vous êtes obligé, vous, en votre qualité de député, d'aller monter sur une échelle pour aller décrocher ce drapeau. C'est la première chose qui m'interpelle. La deuxième, pour en venir à la balle de 9 mm, c'est qu'on nous a seriné pendant des mois que Frontières, notre magazine, mettait en danger des collaborateurs de la France Insoumise parce que nous avions simplement fait notre travail d'enquête et d'information sur les liens que certains pouvaient avoir avec des réseaux un peu obscurs ou terroristes ou islamistes. Et en réalité, ceux qui reçoivent des balles de 9 mm, c'est vous. Moi, j'attends de voir le député LFI ou le collaborateur LFI qui aurait reçu une menace de mort ou une balle suite à notre magazine. Je crois pas que ça existe. Absolument. Alors ça, c'est qu'une étape supplémentaire dans les menaces que mes collaborateurs et que moi-même je reçois, que mes collaborateurs reçoivent, mais ils en reçoivent aussi par écrit, tout simplement. Vous imaginez bien, vous aussi vous en recevez sur les réseaux sociaux, par courrier, des menaces à minima hebdomadaires. Donc ça, oui, il y a un déchaînement totalement désinhibé de l'extrême gauche, mais ça revient quasiment au centre maintenant, envers ce qui a été labellisé extrême droite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'action de l'État et du préfet relativement au pavoisement des bâtiments publics. De façon assez intéressante, au mois d'avril dernier, pour rappel, le pape François est décédé. Et donc, en tant que chef d'État, le gouvernement, qui a la prérogative de l'utilisation des emblèmes nationaux et du pavoisement des bâtiments publics, avait ordonné la mise en berne des drapeaux. Et ce même maire communiste avait refusé de mettre en berne le drapeau. J'ai écrit une question
au gouvernement à travers une question écrite. C'est la prérogative des parlementaires dans le contrôle du gouvernement, en exigeant de comprendre, en demandant de comprendre. Comment se fait-il que des maires puissent ne pas respecter les consignes gouvernementales et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de sanction effective après ? Parce que si vous avez une règle qui n'a pas de sanction, c'est pas une obligation. C'est pas une interdiction non plus, par définition, puisque vous ne pouvez pas la sanctionner. J'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse à ma demande formulée auprès du ministre de l'Intérieur. Et donc, première étape, c'est ce refus de mettre en berne un drapeau. Deuxième étape, la mise au fronton d'un drapeau palestinien qui cachait le drapeau français, de façon très claire. Très claire, il était 4 fois plus grand, on ne voyait rien. J'ai signalé cela au préfet. Le préfet a émis une injonction de retrait du drapeau. Naturellement, c'est jamais suivi des faits. J'ai constaté que c'était pas suivi des faits. Et donc, j'ai fait ce que n'importe quel citoyen devait faire. En fait, je ne l'ai pas fait en ma qualité de député, je l'ai fait en ma qualité de citoyen. Je suis allé le retirer parce que l'État est complaisant. L'État est totalement complaisant avec ça. Et c'est typique, c'est-à-dire, c'est typique depuis des années, c'est on bande les muscles, on roule des mécaniques, on a les termes qui vont bien, mais c'est jamais suivi des faits. Et vous l'avez retiré parce que c'est le drapeau palestinien ou parce qu'il cachait le drapeau français ? Alors, les deux. Je l'ai retiré parce qu'on est face à un maire, en l'espèce, qui est récidiviste. Puisque tout simplement, il y a eu refus de respect des règles de pavoisement une première fois sur une mise en berne, une deuxième fois sur la mise en place du drapeau palestinien, une troisième fois puisque le préfet lui a émis une injonction de retrait. Donc ça fait trois manquements. À un moment, il faut arrêter. Oui. Le tout dans une dynamique totalement clientéliste. Et moi, je suis contre cette approche. Il y a eu à peu près une centaine de mairies qui ont pavoisé. C'était pour fêter la reconnaissance de l'État palestinien. Vous ne vous êtes pas réjoui de cette décision d'Emmanuel Macron ? Je pense que récompenser un massacre, c'est jamais partir du bon pied. Voilà, indépendamment des réflexions sur les géopolitiques au sens large, je suis pas convaincu que ça donne un bon indice de comportement à adopter de la part des personnes qui ont envie d'être reconnues en tant qu'État. Est-ce que vous avez été contacté par le ministère de l'Intérieur ou est-ce que vous avez reçu des mesures de sécurisation de vos collaborateurs, de vous-même ? Est-ce qu'il y a des mesures de protection qui sont mises en place ? Parce que c'est ce que réclamaient d'ailleurs les assistants de la France Insoumise qui, je crois, n'ont pas eu non plus. En même temps, ils sont beaucoup moins menacés. À ce stade, rien du tout. Mon collaborateur, puisque ça a été reçu dans sa boîte aux lettres, elle est portée plainte hier. Chez lui ? Oui, chez lui, oui. Non mais en fait, il faut réaliser la gravité du truc. C'est pas juste une permanence, quoi. C'est chez lui. Exactement. Donc ils ont son adresse. Exactement. Et dans quel état est-ce qu'il est aussi ? Parce qu'il faut penser à lui, j'imagine. Dans quel état il est actuellement ? Il n'est pas extrêmement serein. Voilà. Et vous vous rendez compte, dans l'époque dans laquelle on est en 2025, on en vient à menacer des collaborateurs parlementaires, des journalistes, des députés, à base de balles de 9 mm pour un drapeau. En fait, je pense que moi, avant d'entrer dans l'arène politique ou la sphère politique, je ne pouvais pas apprécier la chose. Je comprenais même pas. Et en fait, ce degré de violence, d'agressivité, d'intimidation, c'est la norme. C'est la norme. Et vous pensez que cette violence, elle est exacerbée par l'extrême gauche, par la France Insoumise ? On dit souvent qu'ils cherchent à prendre le pouvoir par la rue, par moi je dis souvent par le bruit et la fureur, qu'aujourd'hui, ils essayent de renverser les institutions. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'extrême gauche qui contribue de cette accélération de la décomposition de notre civilisation, au sens où il y avait l'intégrité physique, le respect d'autrui, la politesse, la civilité, il participe de déconstruire tout cela ? Le mythe fondateur aujourd'hui de l'extrême gauche, c'est la révolution. Donc c'est l'utilisation de la violence en dehors du cadre légal à des fins qu'elle considère légitimes. Tout est dit. La violence est légitimée par l'extrême gauche parce qu'elle aura toujours une raison. Si on écoute, il y a toujours une bonne raison d'aller tabasser quelqu'un. Il y a toujours une bonne raison d'aller mettre une balle à quelqu'un, si on l'écoute.
Et donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de l'extrême gauche parce qu'elle s'est construite là-dessus. Il suffit de regarder les discours qui font systématiquement référence à des événements de rébellion, mais surtout de révolution. Est-ce que ça vous fait peur pour les semaines, les mois à venir, en cas de législatives anticipées, en cas d'élections municipales qui pourraient être violentes sur le terrain? Il y a la présidentielle. Est-ce que vous craignez qu'il y ait, pour vous, députés, pour vos candidats, pour vos collaborateurs et tous les militants, que ce soit très compliqué sur le terrain? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors ça va être extrêmement compliqué pour deux raisons. Premièrement, on l'a dit, il y a cet ADN de gauche, d'extrême gauche. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se crispent à gauche parce qu'elles voient que nous gagnons du terrain. Et quand on se crispe, on commet de grosses erreurs, des fautes. On devient violent, on insulte, on dépasse toutes les bornes. Et là, on voit que c'est ce qui se passe. Moi, c'est mon analyse. Ils voient qu'ils sont en train d'être humiliés, voilà, sur le terrain, comme dans l'hémicycle. Et en fait, ils perdent tout contrôle. Et là, ils se révèlent totalement. On voit leur visage. On a vu qu'en Hongrie, aux Pays-Bas et aux États-Unis, les Antifa étaient désormais classés comme organisation terroriste. Vous, en tant que député, est-ce que vous pourriez proposer ou soutenir de légiférer de façon à considérer les organisations Antifa, je pense par exemple à la Jeune Garde, un mouvement de Raphaël Arnaud, comme des organisations terroristes? L'application des organisations en tant qu'organisation terroriste dépend de la compétence législative. Si c'était le cas, ça ne me gênerait pas du tout de le faire. Oui. Et puis, on voit Raphaël Arnaud qui, quand même, dont les milices, Place de la République, lors des dernières manifestations, ont agressé des femmes. Place de la République, il a menacé une femme d'une balle dans la tête. Il a contribué aussi à ce qu'il y ait des violences là, ces derniers jours à Brest, où on nous explique, parce que dans le discours de Raphaël Arnaud, soi-disant, ce sont des organisateurs néo-nazis quasiment qui ont voulu s'en prendre à des militants dans des bars, etc. Et de ce qu'on voit dans les images qui sont diffusées, la réalité, c'est que ce sont ces militants à lui qui sèment la zizanie partout dans la ville et que les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir. Donc, comment on peut se sentir en sécurité à l'Assemblée nationale quand on a un fichier S comme ça qui galvanise des tensions, qui est à côté de vous sur les mêmes bancs? Bon, alors lui, c'est presque un détail pour moi, mais il y a toute une bande en fait. C'est pas un individu, c'est des centaines, des milliers de personnes qui se comportent comme ça, et surtout qui, vous l'avez identifié, grâce à tout un travail sur le récit et non sur les faits. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on dit, pas la vérité. C'est vraiment le mythe de la fonction performative du langage. Voilà, la gauche, c'est une religion. Au commencement était le verbe. Il suffit de dire quelque chose pour que ce soit vrai. C'est vraiment ça. Et donc, il suffit de dire que ce sont des fascistes, et ça y est, vous pouvez leur coller une énorme droite. Vous voyez ? C'est ce qui s'est passé pour Eric. Eric, on le rappelle, a été agressé avec sa fiancée dans la commune dans laquelle il réside quand il est en vacances. Je le rappelle, la personne qui l'a agressé est actuellement en totale liberté et a reçu simplement 450 euros 500 euros d'amende et je crois le fait de rembourser l'avocat. Donc en fait, ce sont aussi des invitations à agresser des journalistes et des élus. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Je me suis fait agresser il y a 1 an maintenant. Quasiment 1 an à la foire de l'oignon et de la pomme au Vigan, donc dans ma circonscription. Donc j'ai eu droit à des menaces envers ma mère, envers moi, des menaces physiques et puis un enfarinage notamment. L'individu en question, qui est de nationalité belge, qui est récidiviste en la matière, a été condamné à 1 900 euros d'amende et à des TIG. Ça fait 1 an. Bon, il est toujours en France. Il a participé à une manifestation où il insultait avec des insultes homophobes mon collaborateur. 6 mois après, toujours là, et il n'a toujours pas payé l'amende en question. Ça fait 1 an. Donc vous voyez, à un moment, la complaisance est flagrante. La complaisance est flagrante. Une personne comme ça, dans un pays normal, elle sort du pays. C'est OQTF direct et reconduction à la frontière. Quel qu'il soit belge ou d'ailleurs d'une autre nationalité, c'est pareil. Beaucoup ont réagi, je repense à ça, on parle de condamnation ces derniers jours, à la condamnation de Nicolas Sarkozy en faisant un parallèle en disant quand on agresse dans la rue, on n'est pas condamné, l'amende n'est pas systématiquement payée, ou en tout cas pas dans les jours qui suivent, et un ancien président de la République qui clairement ne met en danger personne a priori, je pense pas qu'il est prévu d'agresser quelqu'un dans la rue, hop, on le met derrière les barreaux. Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures si vous dites que la justice est plus ferme avec les faibles et pas assez forte avec les durs? Je pense qu'il y a un 2 poids 2 mesures sur plusieurs angles. Premièrement, sur la dimension de l'exécution provisoire. C'est un sujet qui revient assez fréquemment. Pour rappel, avec Éric Ciotti, on avait proposé dans notre niche UDR de revenir sur cette notion d'exécution provisoire quasiment automatique. Et pour rappel, seuls 2 LR nous avaient soutenus à l'époque. Alors aujourd'hui, ils peuvent crier, mais il faut faire un peu preuve de cohérence. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en France,
on a cette passion socialiste, quasi révolutionnaire, de faire tomber des têtes de personnes identifiées comme étant des personnes de pouvoir. Et donc, si vous regardez un peu les condamnations, eh bien, il est conçu, alors après c'est un jugement de valeur, hein, ça dépend de chacun, qu'il est beaucoup plus grave de détourner 30 000 euros d'une façon ou d'une autre que d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. C'est un jugement de valeur, ça engage chacun. Mais notre société a fait ce choix. Je pense que c'est pas forcément le plus pertinent, si on veut une société pacifiée, de sanctionner davantage quelqu'un qui a été président de la République et qui a peut-être commis des délits. Ça, on verra en appel. Il doit répondre de ses actes, évidemment. Voilà. Mais les sanctions et leur mise en œuvre n'ont pas du tout la même échelle. Et ça, c'est évident. Et en fait, tout avocat pénaliste vous le dira. Vous dites qu'il y a une mise en danger. Est-ce que ça peut être le cas aussi lorsque on a une patronne de France Télévisions, Delphine Arnaud, qui qualifie d'extrême droite la chaîne CNews? Est-ce qu'il n'y a pas aussi... il y a LFI, il y a Jean-Luc Mélenchon qui galvanise, il y a des gens qui vous agressent dans la rue, mais il y a aussi derrière des personnes qui ont de l'influence et du pouvoir et qui mettent aussi dans la tête de certains des idées sur lesquelles nous serions d'extrême droite et qui clairement nous mettent des cibles dans le dos. Ils ont une part de responsabilité aussi. Delphine Arnaud a une part de responsabilité, la mise en danger de certains. Surtout, à quel titre s'exprime Delphine Arnaud? À quel titre s'exprime-t-elle? On la paye pour mener à bien une mission, pas pour nous dire quoi penser, pas pour mettre des étiquettes sur certains médias. À un moment, chacun sa place. Et je pense qu'on la paye plutôt bien, d'ailleurs. Donc, bien. à un moment, un minimum de décence. Parce que là, c'est insupportable. C'est insupportable. Ces leçons systématiques qui nous viennent d'une petite caste qui a réussi à noyauter tout le système économique français, en réalité, alors qu'elle n'y contribue pas vraiment. C'est insupportable. Je sais que Louise voulait parler de la taxe Zussman, mais je vais te faire le parallèle. Le lien avec justement, on parle de Delphine Arnaud. On s'est rendu ce week-end avec les équipes de frontières à Lalande, en Dordogne. C'est là-bas que France Télévisions possède un château. Ils ont un domaine de la Finou, avec un patrimoine quand même assez luxueux, assez incroyable, des cours de tennis, des voitures de golf. Lorsque vous avez eu ce rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions, on apprend 81 millions d'euros de déficit cumulé entre 2017 et 2014. Est-ce que ça vous a surpris? J'imagine que ça vous a choqué, mais la question qu'on se pose, c'est comment on met fin à cette gabegie? En fait, ça m'a même pas surpris, honnêtement. C'est la continuité du socialisme. Vraiment, le fonctionnement politique et économique de la France depuis quasiment 50 ans est un fonctionnement socialiste. Donc c'est assez simple, on prend de l'argent à ceux qui produisent et on le file à des copains qui viennent donner des leçons à ceux qui produisent. Très très schématiquement. Et typiquement, ça se matérialise par ces situations de quasi-rente dans lesquelles des personnes se retrouvent pour après venir donner des leçons sur le comportement à tenir, sur les impôts à payer, ce genre de choses, quoi. Vous aimeriez passer vos vacances dans ce domaine. Il vous appartient d'une certaine façon, hein. C'est 27 € par Français par an pour France Télévisions. De toute façon, vous êtes un peu copropriétaire. Et la privatisation, vous, à l'UDR, est-ce que vous êtes favorable? Marine Le Pen le propose, d'autres reconquêtes, par exemple, le proposent. Est-ce que vous êtes favorable, vous, également? L'UDR est favorable. Après, la question, c'est est-ce que ça réglera tous les problèmes? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. On a un problème avec la classe médiatique en général. On a des problèmes de déontologie journalistique très très forts. Et donc, je pense que ça ne suffira pas. Mais ça me semble nécessaire, puisque là, j'ai l'impression qu'on a un peu tout essayé dans ce cadre-là. Moi, vous savez, avant, j'étais à Bercy, et le nombre de dialogues qui ont été faits du côté de la culture pour avoir de la rigueur budgétaire, on va dire, du côté de France Télévisions, n'ont jamais permis d'aboutir. N'ont jamais abouti, en tout cas. Donc, cette voie-là semble une impasse à ce stade. Politiquement, on a été saisi, quand même, frappé ces dernières semaines par des collusions désormais évidentes entre l'extrême gauche et le service public, ou une partie de la gauche, alors le PS avec Cohen, Legrand, voilà. Moi, ce qui m'avait saisi, et je pense que vous l'avez vu passer également, sont des tweets, des réactions publiques d'Antoine Léaumont, Thomas Porte et d'autres députés de la France Insoumise qui avaient réagi à la fin de l'été à le recrutement, si je puis dire, sur France Télévisions de deux chroniqueurs qui venaient de CNews, Paul Melun et Nathan Devers, et qui adressaient un message à Delphine Arnaud, disant à Delphine Arnaud: vous ne pouvez pas accueillir sur votre antenne des chroniqueurs qui viennent de CNews. C'est-à-dire qu'on a quand même des députés LFI qui disent à Delphine Arnaud ce qu'elle doit faire. Ça, c'est inquiétant. Alors, leur modèle, c'est la censure, quand même, hein. Donc, ils l'appliquent de façon asymétrique, typiquement. Cherchez pas la cohérence chez eux, vous la trouverez pas. Vous ne la trouverez pas.
effectivement, c'est cocasse. Et surtout, du fait qu'il se croit permis de pouvoir dire à la patronne de France Télévisions qui elle doit accueillir ou pas sur son antenne. Ça pose des questions quand même sur les liens politiques. Il y a un sujet, on voulait vous faire réagir, Alexandre Algrapillo, c'est sur la taxe Zuttmann. Alors, en votre qualité de député de l'Union des droites pour la République avec Éric Ciotti, j'imagine que vous n'y êtes pas favorable. Est-ce que ça pose débat quand même avec le Rassemblement national, qui sont vos alliés? Marine Le Pen, elle, parle de ne pas faire une taxe Zuttmann, mais de faire une taxe sur la fortune financière. Quelle est votre position à vous là-dessus? L'UDR, c'est celui-là, on est relativement libéraux, pour ne pas dire très libéraux, donc on est opposé à la taxe Zuttmann. Après, l'enjeu, effectivement, c'est la juste contribution de chacun à la dépense publique, mais à la juste dépense publique. Et donc, il faut peut-être traiter le problème à la racine et avoir une juste dépense publique, déjà. Puisque sinon, c'est le tonneau des Danaïdes. Et on continue à augmenter les prélèvements pour en fait continuer à augmenter le déficit, puisque notre comportement sociologique ne change pas, qui reste un comportement socialiste, où on reporte notre responsabilité sur la dette, et donc sur les générations futures que nous ne reproduisons même plus. Donc voilà pourquoi notre position UDR, c'est couper la dépense, arrêter de matraquer les Français, surtout que cette mesure, qui est une mesure totalement démagogique, a un rendement extrêmement faible, a une justification, disons, idéologique quasiment nulle, a été démontée un nombre de fois sur à peu près 250 paramètres, alors qu'on a en même temps un économiste qui est soutenu par des prix Nobel. C'est dire le niveau des économistes de premier plan aujourd'hui. Vous les mettez à la tête d'une PME, ils font faillite en un quart d'heure. Vous leur donnez un portefeuille financier, ils perdent tout en une semaine. C'est ça le vrai problème avec les économistes aujourd'hui. En tout cas, ce de premier plan qu'on nous vend à la télé en permanence. Est-ce que vous partagez, certains disent que c'est une escroquerie. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Alors, ça dépend de la définition d'escroquerie, mais je pense que... je vais vous donner un exemple tout simple. Je ne connais pas la richesse de M. Zuckman. Donc, je n'ai pas regardé sa richesse. Mais lui, il mélange les flux, les stocks en permanence. Vous voyez, c'est des trucs de première année d'économie, il est perdu, quoi. Ou de finance d'entreprise, il est perdu. Alors, fiscalité, on n'en parle même pas. Mais regardez, j'ai regardé les revenus de Zuckman aux États-Unis en 2022. Bon, ça fait à peu près 31 000 $ par mois. Ça doit faire à peu près 27 000 euros. 27 000 euros, c'est 15 SMIC. 15 SMIC. Je pense qu'on peut être considéré comme un ultra riche. À minima, comme quelqu'un de très très riche. Enfin, moi, en tout cas, je suis très très loin de ces 15 SMIC. Mais aux États-Unis, si vous faites une simulation de l'imposition que paye Gabriel Zuckman, c'est entre 50 et 60% de l'imposition qu'il paierait en France. Bien sûr. Donc c'est bien de donner des leçons. Oui, mais il faut regarder d'abord dans son jardin. Pour que nos auditeurs soient au courant, Gabriel Zuckman, je reprends des propos qui sont sur les réseaux sociaux, paye lui-même une partie de ses impôts aux États-Unis, où le taux est effectivement, comme vous le disiez, à un instant inférieur d'un tiers à celui de la France. C'est énorme. Donc comment est-ce qu'on peut demander aux Français, à des personnes qui payent leurs impôts, qui travaillent tous les jours, qui ont effectivement un salaire un peu plus élevé que la moyenne, d'écouter un homme comme M. Gabriel Zuckman? C'est typique, c'est typique d'une sorte de mépris permanent. On va vous dire, non mais attendez, ça ne concerne que les personnes qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Vous n'êtes pas concernés. Mais où est le raisonnement logique? Parce qu'aujourd'hui, ça concerne ceux à 100 millions. Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, de me dire, en fait, pourquoi ne pas descendre ça au strict nécessaire à la vie? Strict nécessaire à la vie étant, je sais pas, le SMIC plus cumulé sur 5 années, admettons, vous pouvez accumuler ça, et après, direction l'État. Il n'y a pas de raison, c'est la même chose. Donc, en fait, il n'y a rien qui tient dans les raisonnements de Gabriel Zuckman. Et ce qui est terrible à deux titres. Premièrement, parce qu'on a eu droit à du matraquage sur les services publics pendant des semaines. Des semaines. Donc là, il y a vraiment un plan qui est en marche. Vous le prenez pas, vous n'avez pas le choix, il vous prend. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, quel est le niveau de nos grands économistes qui sont censés orienter le débat aujourd'hui? C'est pas folichon. C'est David Lisnard, qui est un maire LR, qui le disait, cette dernière trouvaille de la facilité vers toujours plus d'impôts, cela détourne du vrai problème. Où va notre argent? On ne souffre pas d'un manque, mais d'un excès d'impôts. C'est réel. Alors là, c'est un ancien du parti des Républicains à qui je parle. Mais la réalité est la même, c'est qu'on sait très bien où va notre argent, on sait où le récupérer, et pourtant on va nous sortir d'un chapeau des pseudo-taxes qui ne serviraient finalement à pas grand-chose. Oui, en effet. Comme on l'a dit, c'est d'un point de vue logique, elle n'a pas vraiment de sens. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pourquoi je devrais vous dire, vous avez tel patrimoine, vous m'en donnez un bout. Quel est mon droit de définir que je dois vous prendre 2% de votre patrimoine? Par ailleurs, liquide, pas liquide, valorisé, pas valorisé. D'ailleurs, Piketty nous dit, endettez-vous pour payer la taxe. Non mais c'est un délire complet.
Ces personnes sont contre l'ultra-financiarisation. Par contre, ils veulent forcer des individus à s'endetter pour payer une taxe sur une valeur extrêmement fluctuante, incertaine. Le lendemain, leur boîte, elle peut passer à zéro, aucun problème. Par contre, ils seront endettés à hauteur de 5 millions d'euros. Bon, on est sur quelque chose qui est grotesque. On a des personnes qui ne comprennent pas le réel, qui ont manifestement jamais travaillé dans une entreprise et qui, pour autant, veulent donner des leçons sur comment traiter les entrepreneurs. Qui est grotesque, mais au-delà de ça, moi, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, je suis ici actuellement, je suis en qualité de journaliste. Mais admettons, je trouve un travail qui me permet de faire autre chose, qui m'invite à gagner un salaire différent et que je commence à gagner de l'argent. Et que donc cette taxe me concernerait. Mais comment avoir envie de rester en France ? Comment avoir envie de rester en France quand on est jeune et que quand on est aujourd'hui en 2025, un bébé qui vient de naître il y a quelques secondes, il est déjà endetté ? D'à peu près 45 000 euros. Oui. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est encore une incohérence flagrante de ces personnes qui n'ont même pas réfléchi à leur propre sujet, alors que ça fait 2 ans qu'ils sont dessus. C'est que quand vous prenez les 500 premières fortunes françaises, il y en a déjà 40% qui sont à l'étranger. Donc, oui. L'assiette sur laquelle il veut appliquer sa propre taxe est une assiette qui s'est déjà volatilisée, en grande partie. Donc, si vous voulez, ça, c'est dire le niveau de réflexion, d'analyse de sa propre proposition. C'est zéro. Mais un dernier mot peut-être pour conclure là-dessus. Politiquement, vous comprenez que c'est quand même un chiffre assez marquant. Je crois que c'est plus de 80% des Français qui se disent, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas forcément tout dans les détails, la taxe Zuckman, ils s'y disent favorables. Vous comprenez qu'on a vécu quand même il y a quelques années les Gilets jaunes, on a là toutes les organisations syndicales qui manifestent, le pays qui est quand même dans une forme de tempête sociale qui demande la fin aussi de certains privilèges. C'est le cas avec France Télévisions. Vous comprenez que les Français ont ce besoin, cette demande de plus d'équité fiscale, de plus de justice sociale et de voir les plus riches payer les impôts qu'ils doivent payer. Il y a aussi cette demande des Français. Je pense que c'est à ça que Marine Le Pen va répondre quand elle parle d'impôt sur la fortune financière. Elle a raison de vouloir répondre à ça, totalement. Mais il y a plusieurs éléments de réflexion associés à cela. Premièrement, les Français, on les a matraqués pendant des années à ce sujet. Et donc on leur a fait croire que les 20% les moins riches ou les 30% les moins riches payaient plus d'impôts que les 20% les plus riches proportionnellement à leurs revenus. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge, typiquement de Gabriel Zuckman, parce que dans le calcul entre le dénominateur et le nominateur qu'il prend pour calculer les revenus, lui, il prend des subventions, typiquement. Donc moi, par exemple, je vais vous donner 500 euros à la fin du mois. Avec ça, vous allez acheter, je ne sais pas, des places de cinéma, du pain, ce que vous voulez. Vous allez payer la TVA. Et on va dire, ouais, mais il a payé la TVA, donc il a payé tant de pourcentage sur ses revenus. Mais vos revenus, c'est pas vous qui les avez générés. C'est les impôts qu'ils ont générés. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose de basique, sauf que les Français ne peuvent pas le comprendre. Si on les matraque pendant des semaines avec les 3 mêmes personnes qui défilent à la télé et qui n'ont aucun contradicteur, au bout d'un moment, les Français, ils ont autre chose à penser. Ils ont leur vie quotidienne, ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Si ils n'ont pas le temps de se dire, attendez, je vais vraiment analyser le sujet pendant 5 heures. Donc là-dessus, on revient toujours au problème de la communication, de l'information, du service public, qui est détourné et qui ne contribue pas à l'intérêt général et qui contribue au marasme dans lequel on se dirige. Parce que poser la taxe Zuckman, on aura les mêmes problèmes demain, voire pire. Voilà, on passe le mot à Delphine Ernotte, parler davantage de la taxe Zuckman et plus en détail, plutôt que de nous traiter de fachos et de nazis tout au long de la journée. Merci beaucoup Alexandre Alcrépilé d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, on va suivre tout ça, la manière dont ça va se mettre en place ou non. Mais ce qui est certain, je pense que c'est que ça va concerner quand même pas mal de personnes et ça va une fois de plus inciter à une fuite des cerveaux. Faites attention à vous, arrêtez de grimper sur les mairies. Oui, et attention, et bien sûr, courage à vos collaborateurs qui font un travail nécessaire, on le sait très bien, et qui prennent des risques parfois différemment, plus dans l'ombre, mais tout aussi importants. Donc merci à eux. En 1965, la France comptait 5 lieux de culte musulmans pour 2800 aujourd'hui, en 2025. 10 ans après Soumission de Michel Houellebecq, la réalité dépasse-t-elle la fiction? À l'approche des élections municipales de 2026, des maires, toutes étiquettes confondues, multiplient les concessions à l'islam. Ces maires qui, depuis 2020, favorisent les projets de mosquées avec un objectif clair, tout boucler avant de se représenter. Ces maires qui font du clientélisme dans les mosquées pendant le ramadan à la recherche de voix. Ces maires qui laissent prospérer des associations islamistes sur leur territoire. Stratégie électorale assumée, pression démographique, simple naïveté politique. Pour Frontières, nous avons enquêté, à travers l'étude de milliers de comptes rendus de décisions municipales, de publications des maires sur les réseaux sociaux et de communications plus discrètes d'associations islamiques et des mosquées sur ces compromissions dont on parle si rarement. Souvent, rien n'est illégal. Tout cela se fait parfois même avec la communication officielle des mairies qui se félicitent chaleureusement
d'avoir permis que la fête de l'Aïd se déroule dans un gymnase communal, avec en prime un discours appuyé du maire devant des fillettes voilées de 7 ans. Voilà le sens du mot collabo. Faire du zèle dans une situation déjà en place est difficile. Depuis des années, certains lanceurs d'alerte et universitaires, notamment dans les années 2010, ont dénoncé ces pratiques, mettant en lumière un tabou ignoré par une grande partie des Français, alors que notre espace médiatique faisait preuve d'une véritable cécité volontaire. Le phénomène n'est plus cantonné aux banlieues. Il gagne désormais des territoires autrefois épargnés, comme la Haute-Savoie ou le Grand Ouest, là où les mosquées poussent comme des champignons. À Annecy, déjà 4 mosquées. Le maire sortant écologiste en réclame une 5e. Ce n'est pas un débat, c'est une nécessité, dit-il. Notre enquête le prouve, ces maires viennent de tous les horizons politiques. PS, PC, LR, sans étiquette. Quand il s'agit de clientélisme, la gauche et la droite sont tout aussi touchés. Tous les maires ont été contactés, mais il faut le dire, la plupart sont restés silencieux. Leur présence dans les mosquées semble les embarrasser. Et les choses vont se bousculer en 2026 avec l'arrivée de la France insoumise, qui s'est longtemps tenue à l'écart de ces questions municipales et assume aujourd'hui sans complexe une stratégie communautariste. Grâce à cette analyse de données massive, nous avons fait émerger 30 noms, notre top 30 des maires pro-islam. Magazine en kiosque le 2 octobre. Précommandez-le dès maintenant sur www.frontieresmedia.fr.